Ladies and gentlemen, it's time for Lutem Podcast! David Loiseau Et Pat Côté pour cet 7e épisode de l'Ultime Podcast. Comment ça va, mon chum? Très bien, en super forme, toi? Ouais, ça va super bien. On reçoit un de tes chums aujourd'hui. Hein? Yes. Ça va être vraiment... Sugar Rashad Evans. Oui, Sugar Rashad Evans. Ancien champion des mi-lourds du UFC, membre du temple de la renommée du UFC. C'est quelqu'un de haut niveau, là. Champion de l'Ultime Combattant la deuxième saison chez les poids lourds. Exact. Il était tout petit, puis il pétait toutes les... Il se battait contre des toutes géants. les heavyweights. Et justement, Rashad Evans a été champion des mi-lourds. Donc, c'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Juste avant, on vous souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue avec nous. Vous pouvez nous parler sur le chat. Encore une fois, j'ai le chat à côté de moi. On va répondre le plus possible en direct avec vous autres. Quand Dave me parle, je ne le regarde pas, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est parce que j'essaie de voir ce que vous m'écrivez en même temps. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook. Hey, regarde, on est partout. Gênez-vous pas, partagez le contenu, s'il vous plaît. Partagez avec vos amis, vos ennemis, n'importe qui. Dès que vous partagez, il faut passer le mot, là. Parce qu'on est là, puis on est là pour rester, puis on va vous donner du bon contenu, on va continuer. Puis aussi, gênez-vous pas. Si vous avez des sujets, des suggestions de sujets à discuter dans le futur, gênez-vous pas, écrivez-les, et puis on est ouvert. On est ouvert certain, parce qu'on fait ça ensemble. Nous autres, on veut créer une communauté. Yeah. Éventuellement, ce que j'aimerais vraiment faire, là, Dave, là, c'est de faire un get-together, man. Et je sais, là, on est rendu... C'est juste la 7e épisode, là, mais nous autres, on est dedans. On aime ça, on adore ça. On aime ça parler avec vous autres aussi. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va être capable de faire un get-together ensemble, faire un podcast en direct avec du monde qui va être avec nous autres. Prendre des questions en direct avec vous autres aussi, ça serait écœurant. Quitte à peut-être à un moment donné, regarder un combat ensemble. Regarder un UFC ensemble, exact, ou bien un PFL. C'est ça, UFC, ça va être dur. Je serais pas là. Tu feras tout ça. mais pour n'importe quoi d'autre, tu sais, ça serait intéressant de faire ça parce que là, je sens qu'on est en train de construire quelque chose de vraiment, vraiment le fun. On a des auditeurs qui sont fidèles, qui sont là toutes les semaines, qui nous parlent, qui nous posent des questions. Donc, c'est vraiment cool, ça. Puis, merci d'être avec nous autres. On a fait ça pour le départ. C'est un trip qu'on a parce qu'on est passionné. Je pense que t'es comme moi. Moi, j'étais passionné de ce sport-là avant, pendant que je l'ai fait, puis je le suis encore. Exactement. J'adore le sport, j'adore les arts martiaux. Les sports de combat en tant que tel, c'est pas seulement le MMA, c'est vraiment les sports de combat, c'est ma passion depuis que je suis tout jeune. Et c'est ça, on continue là-dedans, tu sais, on continue à partager notre passion, puis échanger avec vous, puis aussi vous éduquer sur... Il y a plein de choses qu'on a maîtrisées dans le monde des arts martiaux qu'on aime, qu'on veut partager avec vous. Que ce soit diète, nutrition, technique de combat, préparation mentale, physique. Blessure. On partage avec vous. On partage avec vous. Justement, on veut partager avec vous parce que notre invité, Sugar Rashad Evans, a été champion des mi-lourds de l'UFC. Donc, on va vous demander la question. Quel est votre préféré, votre champion des mi-lourds préféré? Ça peut être au PFL, ça peut être Bellator, ça peut être partout. On veut savoir votre opinion à vous. Leur préféré ou le meilleur à leur avis? Peu importe, je pense que ça va ensemble. Ouais. Moi, mon préféré, je sais pas, j'ai comme une espèce d'appartenance avec ce gars-là. C'est Randy Couture. Il était champion des poids lourds, mais il était champion des mi-lourds aussi. Je trouve que Randy Couture c'est un il s'appelait The Natural. On ne prendra pas personne pour des caves non plus, là, mais je sens que c'était un vrai. C'était un natural. C'était un monsieur. Le gars s'est battu jusqu'à 46 ans. Jusqu'à 46 ans, mais il a commencé tôt, hein. Il a commencé tard, je veux dire. Sa carrière, il a commencé... il a eu une longue carrière de lutteur gréco-romaine. Il a fait beaucoup de compétitions en lutte gréco-romaine. Team Quest, c'est un des OG de Team Quest. Matt Lindland. Matt Lindland et compagnie. Charles Sonnen. C'est les fondateurs du Team Quest aux États-Unis. C'est une équipe de lutteurs qui ont fait une transition de lutte à MMA.
Puis c'est ça. Randy Couture, c'est vraiment une légende. Man, s'est battu contre... Il a passé de 205 livres à poids lourd pour se battre contre Tim Sylvia, qui était dans ce temps-là le poids lourd. Ouais. C'était le champion en titre qui gagnait, il dominait tout le monde. Et puis, moi, je pensais que Randy allait perdre assez facilement. Il a été là, puis il y a eu un plan de match. Il a exécuté le plan de match. Pour moi, Randy Couture va tout le temps me rappeler quand il s'est battu contre... Deux fois. Quand il s'est battu contre Chuck Liddell, quand il a décidé de l'amener à terre, puis il a crié, il l'avait amené, puis il avait crié avec son double jambe. Je vais tout le temps me rappeler de ça. Puis quand il s'est battu contre Tito Ortiz, quand il était par-dessus, puis il tapait les fesses comme si c'était un bébé. Comme si c'était... Et une chance, c'était John McCarthy qui était là avec l'expérience, parce qu'il aurait pu penser qu'il abandonne. Mais ça, c'est mes deux souvenirs de Randy Couture qui me reviennent. Mais tu sais, dans l'histoire, tu as eu Frank Shamrock, tu as eu Tito Ortiz, Randy Couture. Après ça, tu as eu Chuck Liddell, évidemment, Rashad Evans, Lyoto Machida. Mais qu'est-ce qui se passe avec Frank Shamrock? Comment ça se fait qu'il est pas dans le temps de la renommée et tout? Frank Shamrock, c'est une légende. C'est le premier combattant complet dans le temps. Là. C'est le premier qui a vraiment mixé le debout, le sol, les soumissions. Tu sais, à un moment donné, il a gagné par un slam. Il a fait un slam sur un Russe. Là. Il a fait un double leg. Ou bien il y a Kevin Jackson, un médaillé d'or d'Olympique de lutte. Il l'a amené au sol, Frank Shamrock, boum, clé de bras en 8 secondes. Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de démêlés avec l'UFC, avec la direction. Puis, je sais pas trop c'est quoi les vraies histoires en dessous de ça, mais oui, moi aussi, je pense que il est disparu assez vite. Là. C'est ça qui arrive. C'est que il est allé se battre au Strike Force. Il s'était battu contre Nick Diaz, je pense, à un moment donné. Puis ça avait pas très, très bien été, on s'entend. Le combat contre Nate Diaz... Non, contre Nick Diaz. Ouais, Nick... Mais tu vois, ça, c'est vraiment quand Frank était dans la pente descendante et Nick Diaz est en train de remonter. Parce que Nick a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Hein? C'est très roller coaster, très similaire à ma carrière. Des hauts, des bas. Mais c'est ça. Quand Frank Shamrock s'est battu contre Nick Diaz au Strike Force, c'était la performance de Nick Diaz. Sa meilleure performance. Je pense que oui. Il y en a déjà qui nous répondent, évidemment, Tito Ortiz, comment oublier Tito Ortiz, qui a été probablement le premier showman de l'organisation, honnêtement. Ça a été un grand champion quand même, controversé. Mais je pense que c'était le premier qui a vraiment fait du trash talk, puis qu'il faisait vraiment, il écœurait ses adversaires, il écœurait même Dana White, il arrivait avec un chandail Dana is my bitch. Il allait quelque chose, puis aujourd'hui, Dana, il dit tout le temps, il dit, tu sais, Tito Ortiz, c'est un bon combattant, mais il est niaiseux, il est épais, puis il regarde la caméra et dit, Tito, tu sais que t'es niaiseux, tu sais que t'as pas jamais pris les bonnes décisions. Puis tu sais, il a perdu sa compagnie, tu sais, les compagnies Team Punishment, qui je pense qu'il a fait quand même beaucoup de sous avec ça. Il en fait Punishment? Tu sais, c'était sa tuque avec des flammes, ses shorts avec des flammes. Mais je dis ça comme si j'ai pas commandé le chapeau. Ben moi aussi. J'ai commandé le chapeau en ligne, Team Punishment. J'avais commandé parce qu'avec les flammes, moi j'avais le noir et gris. Parce que tu sais, tout le monde avait les flammes jaunes. Moi j'ai pris le noir et gris Punishment. C'était à la mode. Là. Dans le monde du MMA, c'était comme trendy. Ouais, exact. Tu as eu Victor Belfort qui est venu, mais lui, il a été champion un peu par défaut. T'en souviens quand il avait donné un coup de poing à Randy Couture, puis Randy Couture avait été blessé dans l'œil. Puis là, au combat revanche, ça avait été... Couture a gagné assez facilement. Exact. De manière décisive, Mais tu sais, Couture, en tout cas, moi, ça, c'est le mien, le tien. Chez les mi-lourds, le meilleur de tous les temps. Ou ton préféré? Mon préféré, là, c'est... man, il y a Chuck Liddell, que j'ai vraiment... Tu sais que Chuck Liddell et moi, on a le même anniversaire. On est nés le 17 décembre. C'est fait que là, j'avais déjà une connexion avec Chuck. Avec Chuck, tu sais ça. Tu sais, mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment, vraiment respecté et admiré. Tu sais, les gars comme Rashad, Rampage. Tu sais, Rashad, Rampage sont des amis. Fait que Chuck, c'est pas un chum. Fait que c'est comme... Les gars comme Rashad et Rampage... C'est du monde que j'ai dans mon corps. Tu disais que Rashad et Rampage étaient des amis. Peut-être avant. Mais... Non, avant. Non. Ce sont des amis à moi, mais moi, je reste dans le milieu. Je suis comme, salut Rashad, salut Rampage. On est prêt justement pour Rashad Evans. Yes, Rashad, the former UFC champion. Former UFC champion, light heavyweight, Hall of Famer, a good friend of mine. Hold on. The ultimate fighter,
former champion, right? The Heavyweight. heavyweight champion of the world, Sugar Rashad Evans. How you doing, my man? What's up, Patrick Côté and David Loiseau? What's up, man? You good? Yeah, I'm good, man. I'm real good. I just got done from doing a little bit of shopping in Sam's Club. You know how sometimes it's just, them lines ain't what they should be, man. They move a little slow out here. Everything good with you, man? You're out there in Florida, right? You still in Florida? I'm out here in Florida. Yeah, that's I'm South Florida. That's what's up, man. You fought last year in 2022. Are you retired now, or it's pending, or it's pending? You know, it's I'm retired for the most part. I feel like in that last fight, you know, I cleared a lot of some of the stuff out of the basement. You know what I mean? It's just like when you've been fighting for so long, there's like a part of you that just doesn't feel complete unless you compete. And I kind of cleared some things out. You know, I ended the UFC career on a 5-fight losing streak, and that just kind of messed with my mind a little bit. So I wanted to get out there and get after it again, and just feel it again. You know, to compete from a place where I'm not under so much pressure. You know, and just competing from a place of just freedom, and from that place where I started fighting just for the love of the sport. You wanted to make peace, right? You wanted to make peace with the sport, right? You just want to go out there, finish it on a good note. But the thing is, like, now that you finished on a good note, you feel good about yourself now. The ego's creeping back up, right? You're like, damn, man, it felt good out there. That feeling. And then you're watching guys right now. I know, man, we have the same mind. You're watching guys right now. You're like, man, I could whoop that guy easy. I could whoop that guy easy. Yeah. I you know what? The ego does kick in, right? The ego kicks in, and you're like, man, I could do it again. But, you know, I'm just such in a different place mentally. You know, when I realized when I had that fight is the fact that I didn't have the same savagery as I once had, you know, like, you know, to inflict damage and even just to take damage, you know, like there is a part of me before that when I went out there, it was like I was down for the ride and wherever the ride may take me. You know, I was ready to go out there, you know, and not come back the same way I went in and be okay with the results after that. And now that I'm on the other side of it, you know, I kind of see my future outside of fighting. So now I'm a little bit more reserved in the amount of damage I want to take, and even the amount of damage I want to inflict. You know, I don't want to I don't want to kill everybody. You know what I'm saying? Hey, Rashad, can you put your phone horizontally? Tilted, right? Yeah. Yeah. Thank you. Appreciate it, man. Yeah. You said that you are in different place now, and a couple of months ago, you've been very open about, you know, your experience with psychedelic. You know, psychedelics, psychedelics, drug experience. Because I saw that interview, and it was like, man, that's so interesting. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, you know, crossing that bridge between fighting and the rest of my life, I had a lot of stuff that I needed to sort through. You know, fighting for me was I did it because I loved it, but I also did it because, you know, I had a little something that I needed to get off my chest. You know what I'm saying? I had some repressed things that I need to kind of expel. So fighting was like therapy for me. And saying goodbye to fighting meant that I had to deal with a lot of those things, you know, and some of those things that I needed to deal with were so repressed and just so bottled up, the fact that I couldn't really get to them and access it with my everyday thinking. You know, it would have took so much therapy. So I started to lean on psychedelics, and I was able to purge a lot of those emotions and a lot of those, you know, traumas in my life to really come out and truly find the truth in myself and the truth in general. And it's been an amazing journey, because I never foreseen that this medicine of any of the, you know, the modalities of psychedelics would be able to clean me out in such a way on a mental level that it would leave me feeling it like a different person. You know, like I was such a
a person that I kind of crave the violence a little bit. You know what I'm saying? I don't want to sound like I'm sick, but I enjoyed it, you know, but I've learned to make peace with a lot of things in my life, and now I'm more peaceful than anything, you know? Man, I could tell it in your voice and your demeanor. You're so much, you're so peaceful. Because I remember I met you in your prime. I met Rashad Evans in his prime. Let me bring you back. Let me bring you back to 2008. We go back. We haven't spoken about this in a long time. Well, ever since this event happened. That's before the psychedelics. 2008. Yeah. By the way, for you guys that don't know, Rashad and I, we've been friends for a long time. We've been training partners and friends. So 2008, Rashad Evans is getting ready to fight Forrest Griffin for the light heavyweight championship of the world. He's in training camp in Albuquerque, New Mexico. He's flying in the big dogs. George St. Pierre flies in on Monday. I'm supposed to fly in on Thursday. So on Wednesday, the day before I fly out, Rashad, wait. George St. Pierre calls me. Dave, I'm not saying it in English, but you said it in French, but I'm saying, Dave, we just saw a UFO just fly over us, the size of a football field, Dave. And then I'm home. I'm getting ready to fly out. I'm freaking out. Listen, I'm not interested in meeting E.T. and Darth Vader and all that stuff. I'm not interested in these things scare the hell out of me. So I'm like, George, you serious? He's like, Dave, it's not a joke. Put Rashad on the phone. You get on the phone, you're like, yo, David, we just saw the freaking UFO the size of a football field. I'm like, please go on with this because I told a few people about that. They thought I'm crazy. Now, please tell the world I'm not freaking crazy. Just before, I just want to tell you that he called me too. Oh, he called you? Yeah. See what I'm saying? Yeah. See what I'm saying? At that time, George and I were pretty close, and he called me. He told me that story. I was like, no, listen, I'm about to my luggage. I'm doing my luggage. I was gonna cancel the flight. I'm scared of all these things, man. I thought I don't want to get abducted. You know what I'm saying? Like this, man. I'm not interested in meeting E.T. and all them. You know? yeah. That was pretty interesting. It was me, Ali Abdelaziz, this Mexican guy named Alejandro who came up from Mexico to he was like one of the first guys to come up to train from Mexico. GSP and Mike Van Arsdale. Yeah. And we were traveling down the highway, and all the traffic started to stop. And like, what is everybody looking at? And it was like it like slowed down to a crawl, and we look out the window, and there's like this object, and it's just moving in such a way that it caught everybody's attention because it kind of like suspended in midair, and then it like stayed there for a second, and then it like moved a little bit, but it wasn't like a normal plane, and then it just took off, and it was like, and we was like, yo, we never like I'm still like, to this day, like, dang, did that really happen? And it was even on the news that night. It was even on the news that a lot of people seen this UFO. So I don't know what they got going on in Albuquerque. I don't know what they got going on Sandia Labs. But I said to George, I said, listen, you are the place that there's a lot of military base around. So maybe they're doing some tests about, you know. I thought he was concussed. I thought he was concussed, but then you put me on the phone with you, and then you told me he was there too. I'm like, yo, what's going on in there? That was scary, but yeah, I'm glad everybody's okay. You sure it was before medicine? Yeah. You sure? Hey, what's it? Hey. That is crazy, we had a good thing going back then. We had that little the thing that we did where we'll go to Jackson's and we'll go to Denver, Montreal. Colorado. Denver, we'll go to TriStar. Yeah, I remember. We'll go to New York City. Yeah, we had a few camps in Denver, right? With Nate Marquardt, and we had a few training camps there. Phil Nurse would fly out too. George, myself. Yeah, man, we had fun, man. My training camp for Rampage was in Denver, in Colorado. Yeah, in Denver. Yeah. I remember that. Yeah. Wow. That's crazy. Yeah, man. We had a good thing. That's the first time I trained with you, Côté, is when I was up there in Montreal. Yep. Yeah. I remember that. Yeah, that was pretty nice. And just I want to know that where because you're former of the Black Zillion too. You know. Yeah. That's when
like everything just explode or something like that. You guys went to another side doing the team at Blackzilian. Where does that come from? Like the Blackzilian thing? Well, I created that team, and that came about because, the whole situation with John Jones and me leaving the Jacksons camp. The thing was, like, there was something kind of going on with the Jacksons team right when I decided to depart. You know what I'm saying? Like, it just didn't feel like how it was. Like, when me, David, and GSP and all of us kind of came together to make that, like, super team, really, like, one of the biggest super teams at the time, we came together, and it was just so much camaraderie, so much brotherhood, like really good energy. And Greg Jackson was a certain way, and it wasn't what it became. Things kind of changed once the fame hit, and the coach, these coaches started getting elevated to a level, and everything kind of changed. But it was kind of like changing, and then when it got to the point where me and John Jones are going to have to fight, I was kind of just like disgusted in a way that the Jacksons can't handle it, with Greg Jackson and those guys. So I just bounced and started my own thing. And at first I was like, you know what? It was just me and Mike Van Arsdale. And I'm like, you know what? I'm never doing a super team again. I want nothing to do with a super team. I just want to have a camp where everybody just come that I pay to come in and just, do it like how the boxers do it. That's what I wanted to do. Mm-hmm. And I would bring these guys in for camp because I was supposed to be training for a fight with Phil Davis. And I was training for a fight with Phil Davis. And that camp ended up being so long that people would come and they would just end up staying because they didn't know when I was going to get the green light, but I wanted to stay ready. So people just ended up staying. And before you know it, I had like a huge, a lot of people that came. Now, mind you, I kind of already, was joined up with some of the Brazilian guys that were here, Bigfoot, Danilo Villafort, Yuri Villafort, George Santiago, and those guys, and Josias Cavalcante. And, we all were, they were already at this gym that I was going to. So when I came and I brought my guys, we just teamed up. And it was actually Bigfoot who coined the phrase Black Zillions. You know what I'm saying? Because at the time, literally half the team was black and half the team was Brazilian. And then he just said it as a joke. And I was like, yeah, I kind of like that. That's pretty good. Yeah. Yeah. We also had Alir Latifi there too. Alir Latifi was one of the first Black Zillions that was there helping us, helping me get ready. And a few guys from Holland came down, right? Like Henry Hooft came down to help out. Yeah. First Tyrone Spun came down. Oh, man, Tyrone Spun. Tyrone came down. And once he came down, he just started like reaching out and pulling out his Rolodex to everybody in Holland. And at the time, Tyrone is the man still. He's got a huge portfolio, huge Rolodex to everybody. And, everybody likes Tyrone. So they just started coming. We had Ivan Hippolyte, striking coach. We had, so many great striking coaches come through. Brazilian striking coach, DeGeorgianis, who was Anderson Silva's striking coach back in Shootbox. And, a lot of great things came together that just formed this like super team. And before you know it, we just started bringing and attracting everybody. And, we had, Vitor Belfort come. Then we had, Mario Sperry, Alistair Overeem. And before you know it, it was just a super camp. It was just cool. Wow. It was a super camp. And it was like a movie, man. It was really like a movie because, we'll train all week and then we'll go and we'll hang out and we'll party on the weekends. We'll go out to the club, buy out tables, get bottles, and just it was like crazy, entourage. It's MMA entourage. Crazy, man. Good times though. The good times, man. Yeah, good times, man. Yeah, Glenn Robinson, the late Glenn Robinson, was a big part of everything. God rest his soul. Glenn passed away, and he was a manager to us all, and he really, when I think about that, and I think about just the impact that team had, I just look and see where everybody
is now that was part of that team. You know, you can look at Kill Cliff right now, and Yeah. you know, so many of those guys, they were, you know, the up and coming guys. Kamaru at the time Usman, man. for the Kamaru Black Usman. Zillions. Yep. Kamaru Usman, Gilbert Burns. Yeah. Jason Jackson. Yeah. All those guys were like our little pups. You know what I'm saying? And now they're doing their thing, man. So it's pretty cool to see. It's awesome. Like it's rewarding, right? To just you gave back to these guys, these up and comers, and then man, just look at the way Kamaru became, like what he became. Like, dude, it's fantastic. Know, man. It's fantastic, man. I remember seeing him in the house, in the Ultimate Fighter house, you know, because it was ATT versus Black Zillions. Yeah. And and Kamaru was in the house. He was very humble and blah blah blah, eager to learn. You know, he was pretty raw too. Yeah, he was a good wrestler. Yeah, he was really raw. He was really raw. Yeah, man. Yeah, you know that when I think about the legacy of what Rashad Evans is, you know, I can think about all the accomplishments I had in the fights, but truthfully, at the end of the day, that's my legacy right there. Mm-hmm. My legacy is being able to be that ripple, right? That was able to make it to the shore. The effect of what I've done and the work that I put in and what I've dedicated, what I've gained, what I've lost. I got to put it back into the game, you know, and these guys got to achieve their dreams, man. I had, Henry Hoof, you know what I'm saying? He wouldn't even be here had not been for Tyrone Spong, and Tyrone Spong wouldn't even be here if it had not been for me. So it's just this huge ripple effect that all these guys now have careers and successful careers because I decided to start a team in South Florida. Do you feel that those guys are understand that? Maybe not. Are they? You feel some kind of gratitude coming from them, or like are they aware of that, or do they acknowledge that? Are they acknowledging the fact that you did all that for them? Oh, you're cutting out, Rashad. Il va revenir. Il va revenir. C'est intéressant parce que on parlait de Black Zillion, que c'est comme sa legacy, lui, maintenant. Il voit que les gars qui a tout ramené, Tyrone Spoon, puis Henry Hoof, il serait pas ici, s'il n'avait pas parti le Black Zillion. Maintenant, Kamaru Usman a commencé sa carrière avec le Black Zillion aussi. Il a décidé de partir Black Zillion parce que ça allait exploser avec Craig Jackson, le traitement qu'il recevait. Quand les deux étaient supposés se battre, John Jones et lui, il l'appréciait pas vraiment. Je pense qu'on mettait plus d'emphase sur John Jones. Exact. Le traitement qu'il a eu, il aimait pas bien ça. Exactement. Il y a eu de la frustration parce qu'il était là avant John Jones. Et puis, c'est ça. Rashad, you're there. Rashad, Rashad, parlez-vous français, monsieur? Parlez-vous français? Oui. Un peu. Hey, you've been to Montreal a few times. You know some French, man. Yeah. Say something say something to the French, because our audience is French. Say something. I'm putting you on the spot, man. Say something. What was the question that you're asking me again? We're talking about your legacy. That if you felt that some gratitude from those guys. You know what though? I feel like I've kind of gone full circle with that whole situation, and meaning this, like, they don't need to say anything. Mm-hmm. They don't need to ever mention it. They don't need to ever show me appreciation, because for me, I know what it is. You know what I'm saying? And I know what it is. As long as you know, right? They know. They know what's up. You know. So I don't feel like I need to. They don't need to do anything, to be honest, man, because at the end of the day, it's like I didn't do it for that. You know what I'm saying? Like, I did it. It was something inside me that was like, you know what? I was blessed enough to have an opportunity, and I'm just trying to pay it back to this game that has blessed me with so much. So for me, it's not even about them ever acknowledging. They don't even ever need to say anything. That is amazing. The game blessed you, and now you're trying to bless others with what the game gave you, right? That's amazing. Absolutely, man. And that's the way it should be. It's like, you gotta pay it forward, and that's the way. That's how goodness continues. You know what I'm saying? That's how it is. It's done by people
who decide to do right, do the next right thing. You know what I'm saying? Yeah. Do what they would want somebody else to do for them, and without ever having to be praised for it. Mm-hmm. Because if you wait to get praised for it, people will disappoint you. People will disappoint you. You know, it's very mature, like thinking like that. But you look like you find some peace. You know, in not only there, like everywhere. No, you feel like I'm in peace with everything. I'm cool with everything. No, you look like that. Yeah. Yeah. You know, the thing is, man, it's maturity too, life right? Yeah, maturity and life humbles you, man. Life humbles you. You know, it really shows you what life is all about. Sometimes you get to the point where we think life is one way and we start living that way and we think that's what it is and we think that's what it's all about. But life shows you what it's truly about. It's about relationships. You know what I'm saying? It's about how you treat other people. It's about, you know, being a servant, being a service to somebody. You know what I'm saying? That's where I found my most fulfilling things in life is doing for others. And for me, that gives me all fulfillment that I need, because, you know, people are going to be people, and you can't help that. But to me, my part is if I do what I need to do to help somebody out, then that's all I need. Awesome. Listen, the life as a professional fighter is very selfish, right? Like I believe it's because you got no choice to be a successful fighter. That's what people need to understand. You need to think about yourself and be selfish to reach that kind of level. But once you're done, you got to disconnect, and the transition from the pro fighter to someone like me, like now I'm a martial arts teacher. I teach, I help others. From transitioning to fight, and me, and go to them. It was kind of hard at the beginning. So did you feel it was the same, the transition, you know, from it's all about me to now it's about sharing and giving back and building people up, you know? Because I said that in an interview. When I was fighting, I was studying how to beat people down, but now I study how to build people up. You know what I'm saying? Yeah, 100%. Yeah, it was difficult. It was difficult for sure, you know, because there's those phantom pains of just being selfish and living a selfish life and doing what was best for you, you know. And you know, I sacrificed a lot, and I didn't even realize it at the time. But I lost a lot. You know, I got divorced, and you know, I was, you know, lived in a different state than my kids, so I wasn't able to see them all the time. And, you know, they were the casualties of me feeling like I need to reach a level of success. You know what I'm saying? So there's the things that you lose along the way. And then when it's all said and done, you're just like, man, you know, did it have to be like this? And, you know, you try to find peace with it, but the reality of the situation is, you know, it is what it is. And I wouldn't be where I am right now had I not made those decisions and had I not, you know, been the way that I was. But you do learn something different. And, you know, going back to the psychedelics, it's taught me so much along those lines. And it's more like, you know, serve all, you know what I'm saying? And that's the vibe that I'm on right now, because I truly know and I understand that now. You know, I've been humbled enough in life to realize truly what the thing in life that isn't measurable, that's worth more than any kind of money, anything that you can actually get tangibly speaking. It's about truly the service that you can do for others, because the truth of the matter is the fact that it's service to you, but the connection that we all share is mind-blowing. And to really say it and to really put context to it, it sounds weird. You know what I'm saying? A lot of people can't really understand where I'm coming from, but once you felt the singularity, once you felt source, you understand how we're all connected. And by that connection, there's a responsibility that comes into play, that you understand that
you need to build up your next man or next person, whoever you want to, today is very political. You can't say man, but you got to build up the next person and, do your best by them, because doing your best by them is doing your best by yourself. You came back with the psychedelic, and you said that, in the interview that just like you're waking up in the middle of your life after this experience. Can you? Yeah. That's exactly what you said now. You said that, okay, now I realize that, okay, I sacrificed a lot, but you don't have any regrets. It's just like, okay, now it's time to move on and, just respect what I did and respect what I'm going to do after. Make peace with it. Yeah. Right. Yeah. And you're right, man. When I had my, my first experience with 5-MeO DMT, the toad, it really was like me waking up in the middle of my life, because with that modality, it's the most powerful entheogen in the world. And entheogen is psychedelic. It's the most powerful one in the world, and where it brings you, it's truly unbelievable in every single sense of the word, because there's nothing that we've experienced here that you can even begin to conceptualize what that is. But it's something that's so familiar and so part of you. It's something that we forgot about ourselves. And when you discover it and when you feel it, you're just like, I get it. I understand. I get the message. So, sorry. Go ahead. Yeah, no, I just want to know more about the toad, the way it's done, like the ceremony. It's something like you smoke and then you lay down, and then but it feels like 20 hours. But it's 5 minutes. Something like, can you explain people what it is? You die a little bit. After that, you came back alive. You die. You're gone. You're gone. Yeah. But apparently during that thing, during these minutes or whatever, you get humbled. You kind of realize how you're nothing, but you're connected to everything. Just elaborate on that for the people, Yeah. You got me right. I'm not. Cutting out? Yeah. Okay. So with the ceremony, it's kind of a small ceremony. It's not as big as like an ayahuasca ceremony. And, you sit down with the shaman and they give you like this little pipe to smoke out of. And in the pipe, there's like it looks like fish scales. And what it is, it's just the secretions from the toad, the back of the toad. And they secrete it on a glass, and then they wait for it to dry, and then they scrape it off, and it looks like fish scales. So you smoke that, and when you smoke it, the second the smoke leaves your mouth, you're not in your body no more. It's like you go to this place where it just goes on forever, and your consciousness expands beyond comprehension, almost as if like you were a raindrop and you just got dropped into the ocean and realized that you were never the raindrop, but you were actually the ocean the whole time. And you just go on and on and on forever. And when you're in this space, you're in eternity. So touching eternity, you can't tell the difference if, you're just there for a little bit or you're there for eternity. So it feels like you actually are there for an eternity. And you can't really conceptualize with this waking mind or this waking consciousness what eternity feels like. But when you feel it, you're going to remember. You're going to remember what that is. And it almost feels as if like we're not really here and we're really there, because when I was there, I felt as if like that was more home than here. And I felt like the first feeling I had was, I'm so glad to be back. And I did not want to leave. I didn't want to leave. And there was like this feeling of overwhelming love
and it was just like this light that was just engulfing my whole entire being, to the point where I was everything and nothing all at the same time. Everything and nothing all at the same time. And it was just absolutely wild, because like, I could have never even foreseen or even understood that to be a reality. Like, I've read books where they talk about, all is one and all these books of that matter, but there's a difference between reading it and truly comprehending it, and truly feeling it and truly having that experience. There's something way different about it. And when you feel it, you're like, I get it. I understand now. And it's just so impactful. But what happens is the fact that, so you break that veil of consciousness, and that veil of consciousness is, we know consciousness to be what it is right now. We've had our experiences in consciousness where, you go to sleep and, you have, you may be a little drunk or maybe a little high or something like that, those states of consciousness. But to have this state of consciousness is truly a paradigm shift like we've never experienced. It's like 5D. It almost feels as if, like, if I had to break it down, it almost feels as if, like, this is the dream and that was reality. And we're actually dreaming about this existence right here, but nothing is physical, and it's just as physical as a dream is. And it only and honestly, we're only putting like a thimble of consciousness into our actual vessel that we think is our entire body, that we think is our entire us. It's unbelievable, it's wild, and these words is gonna make no sense to a lot of people. They're not gonna make a lot of sense to really not many people, but you're gonna see one day. Man, I'm about to go meditate, man. Yeah, let's go. Let's do some toad, man. Let's do this. I'm about to go meditate, man. But do you think that, you say that, many people don't understand, what you're saying, but do you think that everybody can do that, or not everybody are ready to do that? I don't know if people are ready to be unplugged, to be honest. Mm-hmm. Because once you're unplugged, there's no going back, because you see the world that you live in, and you see the world that you live in, and you see the not so good things about the world that you see the truth about the world you live in. Are you talking about the Matrix? You see the Matrix, man. That's insane, man. That's insane. Matter of fact, when I was coming back to my body, I opened my eyes, and everything is like very pixelated, and then there is the sacred geometry that's like overlapping my vision. There's like this incomprehensible math that just was just happening right in my eyes, and it's almost as if like I'm getting downloaded back into the consciousness. Wow. So I don't even know what that is. I don't even know how to explain it. I don't want to, it's almost as if like, I don't even want to say simulation because it kind of cheapens it a little bit, but it's almost like that, to be honest. Even Mike Tyson, I heard that he did it like 40 times or something like that, 40, 50 times. Oh yeah, he's done it at least 100 times already by now. He's an extremist. He's like, if you like something, he'll do it. Maybe he didn't understand the first time. He didn't get the message. Here's the thing, though. Here's the thing. Here's the thing is that every time you do it, it's different because it only allows you to see what you're ready to see. So different lessons, depending on different lessons, and it kind of like shows you a little bit more. And the last time I did it, it gave me a message like there's no more, like not there's no more to see, but like you're good now. You're good. Just enjoy and live.
Just have this experience. You know what I'm saying? Wow. Because you forget. You get so caught up in the world, right? You get so caught up in the world, and you get so caught up with the stresses of the world and all these things that we think are just so real. But when you have that experience, it's almost as if like you have like 1,000-pound gorilla just taken off your back, and you're just like, why did I make life so difficult? Why? And you kind of long for that feeling once you kind of started to get yourself wrapped up in the mess of life again. Man, Wow. That's Rashad, this is amazing, man. It was amazing, I want to thank you for your time, Yeah. man. Taking the time to talk like that with us and give us dropping the Rashad wisdom. Every time I talk to you, every time we exchange, like on the phone, like on private conversations, we always have these deep talks. But I'm so glad I can share this one with Pat and the people. Yeah, the thing that's it, we're alive, huh? And we have a chat with live people, and people are just freaking out, man. Yeah, It's just insane. everybody showing you love, man. Yeah, exactly. Everybody show you love, and it's just insane. Thanks for the share, man. It was very interesting. Honestly, Enlightening. Yeah, thank you. It was enlightening. Exactly, man. Rashad, much love to you, my Thank you, brother. man. Thank you. Thank you. But before I go, I want to give a plug to my mushroom brand. Oh yeah, for sure. Go to getumble.com. We have some of the best functional mushrooms. Can you spell it? Spell it, please. Yeah. Yeah. It's get and then it's umbo, UMBO.com. And the umbo is just the top of the mushroom. It's a little mushroom cap. But you go to getumble.com. We have great remedies if you're trying to, have a pre-workout that doesn't have you all jittery, but it gives you sustainable energy. We got nice cordyceps package that's for like a pre-workout. And we have, something for nighttime with some reishi and some lion's mane. And Can we order that in Canada? It's with some sun. You can order it up in Canada. Yep, Yeah. you can order up in Canada. Okay. So go and check it out because that's what I'm doing right now. That's your thing. One of the things that, because mushrooms saved my life, man. Mushrooms saved my life, and I say that because after a certain amount of time, after taking so many hits and being in a cage for so long, I've been fighting for over 20 years now. And my body it just wasn't moving the way that I needed to move. But with the functional mushrooms, it's kind of rolled back some of the mileage a little more than neuropathy. And with mushrooms, they do such a good job with helping the neural circuitry of your body and heal you neurologically speaking. And these adaptogens can do so much for your bodies, for your stomach and your brain. Cordyceps are being studied for what they do for the brain with the ATP processing cell, that what they do for the cell. So there's a lot that these functional mushrooms do, and I've been able to have lion's mane. Can you talk to me real quick about lion's mane? Because I heard it's very good for the brain, memory, and all that. Yeah, lion's mane is really good for the brain. It's really good with helping with neuroplasticity and neurogenesis. Yeah. And helping the brain heal. And the cordyceps too is also something that they're finding out is really good because it helps with the the cellular function. There's ATP in every single cell, but with the cordyceps, it really finds a way to help the cell become self-modulating with the ATP production and everything like that. So there was a study where they were stroking out these mice, and the mice that were stroked out without the cordyceps couldn't remember how to do the maze, but the mice that were stroked out with the cordyceps were able to do the maze. So they were able to surmise that, the cordyceps were able to keep those cells alive longer in the brain and to really help prevent really bad brain damage when it comes down to it. So these mushrooms, they're something that's been studied quite a bit with Chinese traditional medicine and also with Ayurvedic medicine. So they're now just starting to really get popular over here in the States, and I think everybody should take a part of them because I think they can help out a lot, man. Getumbo.com, right? GETUMBO.
.com. UMBO. Yeah, and these mushrooms are they're not psychedelic by any means. They're functional mushrooms, so they're not gonna get you tripping. But I mean, if you want to choose the tripping ride, I understand that as well too. I mean, my thing is this: I think we're all 5 grams away from world peace. 5 grams, that's it. Rashad, you're the man. All right, thank you, man. Thank you so much. All right, Much ciao. love and respect, man. Thank you. Peace. Thank you. Appreciate you guys. J'espère que vous parlez anglais parce que c'était fantastique. On va essayer de traduire vite les grandes lignes, évidemment. Ouais, mais c'est ça. Si vous voulez consommer ces mushrooms et tout ça, consultez un médecin. Hein. Ouais, non, c'est sûr que... faut consulter un médecin. Avant d'aller sur getumbo.com, consultez avec votre médecin. Soyez sûr exactement ce que vous prenez. Là. Ouais, exactement. Puis si vous en avez besoin ou peu importe, renseignez-vous avant de prendre... Faites ça de manière responsable. Écoute, moi, c'est ça que je voulais y parler. Puis toi, c'est un de tes bons chums. Fait que ça paraissait aussi. Parce que j'avais entendu une entrevue, il y a pas très longtemps, il y a à peu près 5-6 mois, qui parlait justement de ça, que ça avait changé sa vie. Puis tu le connais depuis longtemps. Puis moi, je le connais pas aussi personnellement, mais tu le vois que il est complètement ailleurs. Là. Il est comme il est en paix avec la vie au complet. Là. C'était quelqu'un de tellement intense. He was un peu plus in your face. Là, il est calme. Genre, les choses ne l'énervent pas autant qu'avant. Tu sais, des fois, je suis en auto avec lui. Tu sais, des fois, je vais souvent en Floride. Puis quelqu'un nous coupe, il va pas s'énerver comme quelqu'un de tous les jours. Tu sais, il est très serein. C'est ça le terme que je cherche. Ouais. Il est serein. Tu sais, puis je suis content de voir ça chez Rashad parce qu'il n'a pas eu facile. Là. Surtout sa fin de carrière. C'était pas... 5 défaites d'affilée. Il s'est fait mettre dehors de l'UFC. Il est allé se battre ailleurs. Il y a Bolo Young qui nous dit c'est comme le ayahuasca. Non, c'est pas la même chose. Ayahuasca, c'est pas la même chose. Là, il parlait vraiment des écailles d'une tortue. Non, d'un crapaud. D'un crapaud, excuse. D'un crapaud. Puis là, c'est ça. Puis là, ils mettent ça dans un... comme des écailles de poisson. Ouais. Ça vient ça quand c'est séché. Ils mettent ça, puis ils fument ça. Puis après ça, tu pars dans la... 3e dimension. Là. 3D. 5, lui, il disait 5D. 5D. It's 5D. Il expliquait justement le voyage qu'il faisait. C'est comme un voyage astral. Moi, j'ai peur de ces affaires-là, toi, est-ce que tu le ferais? Moi, écoute... Moi aussi, ça me fait chier de ces affaires-là, pour vrai. Là. J'ai peur, mais moi, ce serait genre... Si je le fais, c'est comme... Je suis avec Rashad, puis c'est un dare, puis... c'est ça. Je sais. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, je fume pas, je bois pas, je suis très, très... pas old school, mais tu sais, je suis dans ma lane, là. Moi, Faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui me dise t'es pas game. Là, je suis mort. Là, je suis fait. C'est sûr, je le fais. T'es pas game. mais tu vois, honnêtement, je le vois, là, tu sais, il y en a qui disent qu'il a l'air disjoncté, là, mais il est juste en paix. Tu comprends? Là, il est bien. Puis il est bien avec lui-même. Il est bien. Puis, tu sais... c'est vrai, ces affaires-là, puis j'en connais plein qui l'ont fait là, à Yuskaya, puis des affaires comme ça, puis du monde proche aussi, que moi non plus, je dirais pas des noms, mais du monde que le monde connaisse aussi, puis ils m'ont tous dit la même affaire. Ils disent, c'est tellement intense que tu t'en vas ailleurs, puis quand tu te réveilles, tu as pleuré ou tu as vomi ou whatever, puis là, tu te réveilles, puis t'es comme dans un... T'as comme compris plein d'affaires. Ouais. Je comprends l'espèce de la quête que tu vas chercher là-dedans. Mais ça, tu sais, la manière qu'ils disent que tu pars, moi, j'ai peur de la mort. Là. Fait que, j'aurais peur de pas revenir. Tu comprends? Tout le monde, c'est tout le monde, ça. C'est vraiment, moi, honnêtement, tu me dis, en ce moment, j'y pense live. Est-ce que je le ferais? Le toad, là, le crapaud, je pense pas. Je pense pas que je serais capable. J'ai 43 ans, hein, ça fait longtemps que j'aurais pu essayer plein d'affaires, puis non. Ah, mais c'est exact. Il y a Jesse Marasco qui dit qu'il faut faire attention avec ces choses-là. C'est exactement ça qu'on a dit aussi. On fait pas la publicité de ça. On promote pas ça. Non. Mais c'est intéressant de voir la version de quelqu'un qui l'a fait. Puis que lui, il a trouvé la paix là-dedans. Il a trouvé la vérité. Puis aujourd'hui, il a fait la paix avec son passé justement à cause de ça. Parce qu'il a découvert
pour lui, il a trouvé la vérité. Exactement. Puis qu'aujourd'hui, je veux Exactement. dire, il se lève à tout matin, il est heureux, ce Exactement, gars-là. exactement. Puis c'est important d'avoir des discussions. Oui, c'est pas fait pour tout le monde, ça peut être très dangereux, blablabla, mais c'est important d'en discuter, parler. Des fois, sa paix, sa vérité, c'est peut-être pas la même chose que pour moi. Non. Peut-être que moi, c'est quelque chose que je vais le faire, puis ça va me traumatiser à vie, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui ont été traumatisés à vie. Alors, c'est pas pour Tu tout sais le quoi, monde. mais aujourd'hui, en médecine, ils l'utilisent. Ouais. On utilise ça, Ouais. des fois pour partir de la psychique, ils utilisent des petites doses de LSD. Ils utilisent des champignons maintenant aussi. Ils utilisent certaines, des petites doses très bien contrôlées. Puis ça, c'est les docteurs qui font ça. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans trop parce que je connais pas assez ça, mais je sais qu'en médecine, ils utilisent ça pour faire différentes approches ou pour repartir différentes connexions. Ça se fait. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui est inconnu au niveau médical. Mais encore une fois, comme plusieurs nous disent ici, il faut faire attention. Vous avez tout à fait raison 100%. là-dessus. 100%. Fait que toi, t'es pas sûr. Non, ben tu sais quoi, il faudrait que je consulte un médecin. Je vais consulter un médecin, puis là, on va voir, tu sais. Mais tu sais, moi, je préfère aussi attendre qu'il y ait plus d'études faites là-dessus. Tu comprends? C'est assez... Moi, je trouve que c'est assez récent, c'est nouveau, là. Tu comprends? C'est trop nouveau. Je préfère attendre qu'il y ait des études, blablabla, puis après... Je comprends. Hey, on a le chat, mais vous pouvez nous appeler aussi par Zoom. À la fin de l'émission, on va prendre vos appels. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vidéo. Vous pouvez juste nous parler aussi. Le lien est dans les chats, que tout le monde écrit. Donc, gênez-vous pas. On a eu quelques-uns la semaine dernière, la semaine d'avant aussi. Donc, petit à petit peu, le monde commence à se dégêner. Nous autres, on veut juste vous parler. On n'est pas obligé de parler de mushroom. On n'est pas obligé de parler de rien. Si vous voulez juste nous parler de toutes sortes de choses, si vous voulez nous poser des questions en direct, ça va nous faire plaisir de prendre vos appels. Tantôt, j'ai posé la question, c'est quel est pour vous, le meilleur champion des mi-lourds, que ce soit au Bellator, que ce soit à l'UFC, même en boxe. J'y connais un petit peu moins en boxe, mais en arts martiaux mix, peu importe. Moi, j'ai dit Randy Couture, parce que c'est sentimental, c'est personnel. Toi, t'es allé plus du côté de Chuck Liddell. Chuck Liddell, ouais. Chuck Liddell, c'est plus... dans l'histoire, celui qui m'a marqué le plus chez les mi-lourds, c'est Chuck. C'est exact. Fait que là, c'est rendu, c'est comme le classement. Chuck et Tito, même Tito, man. Ah, ben oui, mais. Tito, il nous a marqué. L'inventeur du ground and pound. Ouais. Mais tu sais quoi, je dis ça, mais Tito, les frappes au sol. Ouais, j'ai acheté. J'ai acheté sa tuque, mais aussi, tu sais, les frappes au sol. J'ai pris beaucoup de Tito, hein. J'ai pris beaucoup de Tito, de Fedor. Mes frappes au sol, ça a été inspiré de ces gars-là. Fait que c'est. Tito, Chuck. Ouais. Fait que continuez à nous parler. Si vous voulez nous appeler pour échanger avec nous un petit peu plus tard, le lien est dans le chat. Et Jérémy, attends un peu, je l'ai perdu ici. Jérémy, Diot, qui nous parle et nous a demandé qu'est-ce qu'on pense de la séparation de l'USADA et l'UFC. On va vous en parler tantôt dans les actualités parce que maintenant, c'est l'heure du clip technique. Donc, on vous présente aujourd'hui l'étranglement triangulaire. Étranglement triangulaire. On appelle le triangle choke. OK, alors je vais tenir son poignet et je vais contrôler sa tête. Je vais aller à l'intérieur, je vais contrôler sa tête. C'est important de contrôler la tête de l'adversaire quand on va pour les triangles. Parce que souvent, quand on va pour des attaques, on essaie, puis il va posturer, il va regarder vers le haut. Alors, ce que je vais faire, c'est contrôler sa tête. Exactement. Je croise les pieds. Une fois que les pieds sont croisés, je lève mes hanches et je passe son bras vers l'extérieur. Je vais prendre mon poignet, mon tibia, je pivote, je ferme le triangle, 2 mains derrière la tête et je lève les hanches. C'est très serré, ok? On commence. Garde fermée, poignet, tête, exactement. S'il lève sa tête, il faut aller chercher la tête. Okay? Je pousse son poignet. Là maintenant, il reste seulement un bras à l'intérieur de mes jambes. Bras croisés. Je tiens mon tibia et je pivote. Je vais prendre un angle. C'est très important d'être patient et pas prendre sa cheville, prendre son tibia. Tu as plus de force. Exactement. Pivote, ferme le triangle, je tire la tête et je lève les hanches.
Étranglement triangulaire de la garde fermée. Et il y en a plusieurs qui regardent les clips, David, puis ils nous demandent, OK, vous montrez comment le faire, mais il doit y avoir des sorties de ça, il doit y avoir des défensives. On va les montrer, ça aussi. Hein. Exactement. On va tourner, on va faire le même sort de tournage, mais sur les défenses des soumissions. Et je vais faire un petit shootout. Il y a François Allaire-Audet qui nous dit, en parlant de BJJ, shootout à Charles Roy, entraîneur de Jiu-Jitsu Saguenay, la Forge du Nord. C'est le premier black belt au Saguenay. Donc, félicitations à Charles Roy. J'espère que. Ouais, exactement. J'espère qu'il va en avoir de plus en plus. Qui va. Tu sais, le Jiu-Jitsu à cette heure, là, ça a eu une popularité incroyable depuis les 3-4 dernières années. Ouais. Maintenant que là, c'est rendu légal à nouveau. Décriminalisé. Après 7 ans, finalement, on peut refaire des compétitions. Mais le sport n'a pas arrêté. Je veux dire, les écoles n'ont pas arrêté de donner des classes. C'était juste les compétitions. Donc, encore une fois, félicitations. Et le Jiu-Jitsu, pour moi, on me demande souvent, qu'est-ce que tu aimes le plus? Dans les arts martiaux mix, moi, ça a tout le temps. C'est sûr que moi, je viens d'un background plus de stand-up. C'est la même chose pour toi, mais ce que j'aime le plus faire de tout, c'est du Jiu-Jitsu brésilien. C'est du Jiu-Jitsu, c'est sûr. C'est un art martial qui est axé sur les prises au sol, l'immobilisation de son adversaire sans le frapper. Tu n'as pas besoin de frapper l'adversaire pour terminer un combat. Alors, et tu peux faire des compétitions, des matchs de Jiu-Jitsu pendant des années sans recevoir un coup. Alors, il y a moins de blessures, il y a moins de commotions et tout, alors moins de coupures. Alors, c'est un sport qui est très sécuritaire, surtout pour les enfants, les ados. Exact. Il n'y a pas de frappe. Et moi, je dis tout le temps, puis là, ça va paraître un petit peu cocky, ce que je veux dire, là, mais c'est pas ça. Mais pour être rendu à un certain niveau en jiu-jitsu brésilien, pour arriver à un ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, il faut que tu sois quand même intelligent dans le sport. Parce que c'est comme un jeu d'échecs. Ouais. Je veux dire, la ceinture blanche, la ceinture noire, là, c'est juste une ceinture. Une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui n'a jamais arrêté. Ouais, c'est pas mal ça. Et la différence entre les deux, la clé de bras est la même. C'est juste la façon que tu vas aller la chercher. Ton chemin pour aller y aller, comment tu vas faire des pièges, tu vas passer 2-3 mouvements d'avance. C'est comme un jeu d'échecs. Tu places tes pions pour aller faire un échec et mat qui est la soumission. C'est la même chose. Je veux dire, les meilleurs joueurs d'échecs sont très brillants aux échecs, parce qu'ils vont être capables de faire des coups pour t'amener dans un piège. Le jiu-jitsu brésilien, c'est exactement la même chose. Exactement. Puis c'est se rendre à la ceinture noire, c'est vraiment... C'est un minimum de 6-7 ans. Pour avoir une ceinture noire en jiu-jitsu, c'est 2-3 ans par ceinture. Il y a la ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture mauve, ceinture marron. 6-7 ans, ça a été vite. 6-7 ans, c'est vite. C'est vite. Alors, les ceintures noires méritées, là, c'est un bon 8 à 10 ans. Oui, exact. Entre 8 et 10 ans, si tu n'as pas arrêté. Puis surtout, il faut que tu fasses du kimono. Il faut que tu fasses du kimono. Là, il y en a quelques-uns qui vont donner des sans gi. Ouais. On n'a pas ça. On dit un kimono pour que tout le monde sache de quoi je parle, mais on n'a pas ça un gi. Ouais. Mais d'habitude, dans la plupart des écoles de jiu-jitsu brésilien, si tu ne fais pas de gi, ça va être un petit peu plus long. Ils vont donner la ceinture à cause que tu fais du gi. Là. Exactement. Et c'est différent. Les techniques de gi, je veux dire, les étranglements, les clés de bras, ça reste la même chose, mais en gi, tu as des étranglements avec le gi, tu as plein de choses que tu peux faire. Des revirements avec le gi, des fois, c'est pas évident. Hein. Le combat de jiu-jitsu avec le kimono, il y a moins d'action. C'est comme mais c'est parce que t'as pas le droit à l'erreur. T'es pogné tout là. En no-gi, tu peux toujours exploser un petit peu, mais en gi, s'il y a quelqu'un qui décide qui te pine à terre, attends qu'il bouge. Parce que faut que tu bouges en même temps. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de... Dans le no-gi, sans le kimono, la sueur a un gros facteur sur ta sortie. C'est la possibilité de sortir d'une soumission. Mais avec le kimono... quand t'es pogné, t'es pogné. Absolument. Segment Paris de la semaine présenté par Sport Interaction. Cette semaine, on vous parle de l'UFC, le gros UFC qui va être à Abu Dhabi en fin de semaine. Donc, bonus d'inscription de 100% de votre mise jusqu'à 1000$ pour Sport Interaction. Vous pouvez les scanner, le code barre qui est là. Vous allez tomber directement sur le site. Donc, vous mettez 1000$ et moins. On va doubler votre mise pour faire votre mise à votre inscription. Donc, ça, c'est très intéressant. On se rappelle qu'on joue intelligemment et de façon responsable. Donc, cette semaine, un coup de théâtre qui s'est passé en 24 heures la semaine
pas la semaine passée, oui, la semaine passée, coup de théâtre, en 24 heures, les 2 combats principaux ont changé. Donc, il y a Makhachev qui va se battre contre Kamaru Usman. Là, on s'entend, là. Makhachev, c'est une machine, mais quel stud Kamaru Usman de prendre Makhachev, pas Makhachev, excuse, Khamzat Chimaev. Ouais. Chimaev à 10 jours d'avis. Je veux dire, c'est quelque chose. Je pense que c'est un athlète, il s'entraînait déjà, mais je trouve que c'est un combat très dangereux. À 185 livres, monté en... Ouais. Mais les deux montent. Ouais. Alors, c'est pas comme si Khamzat, c'était quelqu'un qui se battait à 185 livres toute sa carrière. Ouais. Il a été capable de faire 170 livres. Alors, la grosseur ne devrait pas être si différente, mais quand même, il se préparait à se battre. Il se préparait pour un combat contre Costa. Ouais. Alors, c'est... Exact. Ça va être tough pour Usman. Toi, qui tu penses qui... Je pense que ça va être dur pour Usman. Ouais, ça va être dur, exact. Hein? Ouais, je pense que ça va être dur. Khamzat est fort. Ouais, Chimaev, il se bat pas souvent, par exemple. Je sais pas comment ça va aller, mais je pense que Usman veut revenir vite parce que ça n'a pas bien été à son dernier combat. Il était plus le même là, contre Edwards. Fait que là, j'ai hâte de le voir. Mais la mise cette semaine, qu'on va vous parler, on revient à la mise. Alex Volkanovski qui a accepté le combat à 10 jours d'avis en même temps parce que Charles Oliveira s'est blessé à son dernier sparring d'entraînement. Il s'est fait ouvrir la carte sourcilière. Donc là, on cherchait qui changer, qui allait être game, je veux dire, de step up face à Makhachev. Eh bien, Volkanovski lève la main. Il dit, moi, y aller. Il n'y a pas de problème. Lui qui était déjà seté pour se battre à Toronto contre Ila Topuria, il a dit, je sais pas pourquoi on veut annuler ce combat-là à Toronto. Il dit, moi, je sors de là, puis je vais me battre à Toronto. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'est la revanche, évidemment. Donc, Volkanovski est négligé. Moi, quand j'avais regardé les cotes, là, 2 jours, c'était 3,05 pour Volkanovski et 1,38 pour Makhachev. Et là, tu vois, les cotes aujourd'hui ont changé parce que on a vu des entrevues. On a vu que Volkanovski était prêt. On a vu qu'il est confiant. Et il y en a plusieurs qui pensent que Volkanovski a gagné le premier combat. C'était très serré. Je pense que des rounds serrés, on les a donnés par défaut peut-être aux champions parce que c'est la loi non écrite. Ouais. Là, par exemple, les rounds serrés, d'après moi, ça va aller directement à Makhachev parce qu'on est chez eux. Pas chez eux, mais la crowd va être pour lui. Je comprends. Volkanovski a dit qu'il s'en allait pas là pour tester la gas tank de Makhachev, il s'en allait là pour faire ça, le travail rapide. Il a dit, quand il est sorti, je sais pas si vous avez vu l'espèce de footage, ça a sorti cette semaine, il sort du premier combat, puis il dit il dit, je suis même pas fatigué. Il dit, il était pas si fort que ça. Il dit, on dirait que j'étais pas dedans, je l'ai laissé comme me prendre puis me contrôler. Il a passé un round au complet, Makhachev, dans le dos, quasiment de Volkanovski avec le triangle de corps. Puis Volkanovski, il avait de l'air confortable. Là. Il s'en est voulu beaucoup après ça. Fait que, je suis pas inquiet que Volkanovski va arriver en fight shape. Honnêtement, il est tout le temps en shape. Puis je pense qu'il se préparait pour ça aussi. Tu penses qu'il se préparait, Non, mais peut-être pour être le combattant de remplacement. Finalement, c'est pas venu. Parce que c'est tout le temps un combattant de remplacement. Puis là, finalement, c'est pas venu. Fait qu'il a dit, OK, est-ce que je suis correct. Fait que, mais je pense qu'il était déjà en forme. Écoute, faut pas rien enlever à Makhachev non plus, que c'est un méchant stud, là, on va se le dire. Dude, une brute. Qui tu penses moi, je vais aller avec Volkanovski. Moi, je suis un gamer, tu sais. Mais Volkanovski, je me suis déjà entraîné avec là, 14 ans. Là. Il était même pas à l'UFC encore quand j'étais allé en Thaïlande. Puis je le dis tout le temps, j'étais arrivé, on faisait de la lutte ensemble. Je l'ai pris, puis il était pas... Il pesait pas 210 livres. Là. Il se battait là, à 155 puis 145 dans ce temps-là. Il était sur 10 victoires de suite. Mais personne ne le connaissait, puis je m'en souviens, j'ai une photo avec, puis on a fait la lutte ensemble, puis moi, je devais peser autour de 200, là. Je pensais que ses pieds étaient vissés à terre. OK, t'as le lock-up avec lui, puis il bouge pas. Il bouge, c'est une roche. Il est fort, ça n'a pas de bon sens. Il y a une bonne boxe aussi, il y a un long jab. Je suis pas prêt à dire qu'il avait gagné le premier combat, je pense que c'était ultra serré, mais je pense que là, tout l'aspect... peut-être pas nervosité, mais médiatique, qui entraîne un combat de championnat du monde face à Makhachev, il l'aura pas, ça. Fait que, tu sais, des fois, quand t'arrives là, puis le build-up, t'arrives là, hey, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est me battre, puis il va y aller. Moi, je prends Volkanovski. All right.
Makhachev. Ouais, ok, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Il y en a qui disent Jesse Marcasso, Volts va le knocker. Dominique Hamelin, après 2 défaites consécutives, ça va être difficile de revenir, surtout contre Chimaev. Tu as fait raison, on parle de Ousmane. Tu as fait raison là-dessus. Moi, je pense que Ousmane est. En tout cas, peut-être monétairement, c'est une bonne décision parce qu'ils l'ont sûrement compensé. Ouais. Mais j'ai peur qu'il se fasse faire mal, honnêtement. Ouais, parce que s'il était hésitant contre Leon Edwards à 170 livres à son deuxième combat, au combat revanche, contre ce monstre-là. Là, mais j'aimerais le voir, le bon vieux Ousmane. Ben, je l'aime, moi, quand même, Ousmane. Mais là, avec ce qu'il a donné à sa dernière performance contre Leon Edwards, j'ai. Tu sais, à mon avis, ce que Ousmane aurait dû faire après sa défaite par KO, il aurait dû revenir à la Georges Saint-Pierre un peu plus safe en debout et mettre beaucoup d'accent sur les amener au sol. C'est ça, il n'a pas lutté. C'est dénaturé, exactement. Pourquoi t'as arrêté de lutter? Je comprends pas. C'est ça qui t'a emmené au championnat. C'est ça qui t'a fait garder la ceinture. Là, maintenant, il voulait sûrement prouver un point. Des fois, il faut prendre l'ego puis le mettre de côté. Est-ce que Georges a pris l'ego, il l'a mis de côté, il a dit Matsera, je t'emmène au sol et je te tape. Et c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, on parlait tantôt des défaites qui changent une carrière, des KO qui changent une carrière. Ça, ce KO-là, il gagnait le combat jusqu'à la dernière seconde au 5e round. Il se fait passer un KO solide, là. Tout un KO. Est-ce qu'il va être capable de revenir de ça? Parce que là, il ne l'a pas prouvé. Là. Puis là, il s'en va face à Chimaev. Bonne chance. Plus gros, plus fort. Il est plus fort que Edwards. Il frappe beaucoup plus fort. Ouais, beaucoup plus complet qu'Edwards. My God! En tout cas, ça va être intéressant de voir ça. Ça se passe ce week-end sur les ondes de RDS. RDS2, c'est dans la journée. Hein. C'est pas le soir parce qu'ils font ça, c'est un pay-per-view, donc ils font ça à l'heure de Abu Dhabi là-bas. Donc ça commence à midi sur les ondes de RDS2. Ce qui s'est passé cette semaine, la grosse nouvelle, évidemment. USADA qui, à partir du 31 décembre 2023, se fait kick-out de l'UFC. On n'a pas aimé le traitement qu'on a fait avec Conor McGregor, on va se le dire. L'UFC n'a jamais aimé l'aspect de 6 mois. Lorsque tu sors du programme, tu reviens, il faut que tu sois 6 mois à tester avant d'être éligible à combattre. Ça, l'UFC n'a jamais aimé ça. Et là, évidemment, avec Conor, qui est Conor, qui fait tout le temps ce qu'il veut, c'est la faute à qui? C'est la faute à USCDA, que tout le monde sait que ça prend 6 mois avant de revenir, ou c'est Conor, c'est la faute à Conor qui ne s'est pas donné ça. Mais encore une fois, qui gagne? C'est Conor. C'est Conor, le cash cow. Le cash cow du UFC. Conor, tu sais, il faut pas oublier que Conor, c'est quelqu'un qui a changé la game. Il a changé le sport du UFC, du MMA, avec tout ce qu'il a fait. Tu sais, le combat contre Mayweather, blablabla. Tout le monde fait plus d'argent dans le sport à cause de Conor. Ah, absolument. Ouais. Faut pas être fâché, faut pas dire Conor this, Conor that. Exact. Mais là, il faut faire attention. L'UFC va pas redevenir comme le Pride dans le temps, là, avec les gars juiced up, avec les titulaires. OK? Il faut qu'on garde une certaine régularité pour la sécurité des combattants. Mais ce sera pas pareil comme USADA. Les gars vont revenir. Tu vas voir, les gars vont revenir un peu plus en forme que d'habitude. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, ceux qui vont s'occuper des tests maintenant, c'est la DFSI, la Drug Free Sport International. Donc, ça, c'est eux autres qui s'occupent. DFSI. C'est eux autres qui s'occupent de faire les tests dans la NFL, NHL, MLB, NBA, WNBA. Bon, c'est les gars qui font les tests de la NFL. Next! Quel test qu'ils font dans la NFL? Non, mais... Quel test qu'ils font? Hey, le frère à John Jones, il s'est fait pogner, il s'est fait suspendre. Ils vont suspendre les gars qui veulent suspendre. Ils vont checker. Ils vont avoir des enveloppes qui vont être encore glissées à gauche, à droite. Ça, il y en a eu, puis il va tout le temps en avoir. C'est comme ça. Mais l'affaire, c'est que on a beaucoup... on se posait des questions parce que cette fédération-là, ou cette organisation-là, teste seulement aux États-Unis, pour l'instant. Mais là, il y a des combattants partout à travers la planète. Fait que là, moi monsieur qui a envie de faire des conneries, qui a envie de faire des stéroïdes, je fais mon camp d'entraînement en Angleterre. Tu comprends? Ouais, mais là, tu vas te faire tester quand tu vas revenir. Si tu te bats à lui. Mais là, regarde, c'est sûr, il va falloir qu'ils fassent une équipe pour se promener à travers la monde. Mais pensez-vous vraiment que... Ça, c'est de l'argent. C'est ça. Mais je pense que ça va coûter moins cher que USCDA ou USADA. Mais honnêtement, là, OK? Et ça, je parle à travers mon chapeau, je demande l'opinion. Tu penses-tu que USADA allait faire des tests en Russie?
Tu penses-tu qu'il s'en allait à Russie faire des tests, là? Non, zéro. Non, je pense pas. Je pense pas. Là, je dis pas que les combattants russes sont dopés. Je te dis juste que penses-tu que ça est là? Alors, regarde tous ceux-là qui se sont fait tester. À toutes les années, ça passe. Là. Ceux qui se sont fait le plus tester dans l'année. John Jones, genre 30 fois. Stipe Miocic, 25 fois. C'est aux États-Unis. T'as aucun russe là-dedans? C'est vrai. T'en as pas. T'as zéro. Tu penses, voyons, Poutine est là, il les empêche de les tester. Mais non, il est bien ouvert là-dessus, tu comprends? Fait que je pense pas, man. Il allait pas là. Vladimir, il dit non, on ne rentre pas. Si tu rentres, tu sors pas. No way. No way. Fait que, et là, il y a Pierre-Marc Rancourt qui dit USADA testait pas les fighters sur les galas à l'étranger. Oui, c'est partout, mais ça dépend toujours de la commission athlétique. Il y a des commissions athlétiques aussi qui sont différents. Au début, on pensait que c'était la VADA qui allait prendre le relais. Ça doit coûter encore trop cher. C'est beaucoup d'argent de tester les athlètes. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis on sait que l'UFC contre l'USN. Exactement. Ils veulent le mettre dans leur poche, pas dans le testing et tout. Là. Je pense que ça va... Ça va pas durer. Le DFSI... OK, je te pose une question. Okay? Yeah. Est-ce que le spectacle était mieux quand les gars étaient juiced up? Le spectacle était 10 fois mieux, c'est sûr. Les gars, regarde Victor Belfort quand il donnait le spinning heel kick. Quand le spinning heel kick contre Rockhold, Belfort, tout ça, les gars qui venaient... Quel autre gars Brock Lesnar, quand il est venu en santé, là. Il était bien... Il s'est battu contre Heath Herring. Ouais. C'était un combat de fou, tu sais. Même Randy Couture, m'excuse, mais Randy dans son prime, c'était de Supernatural. Ouais, tu comprends? C'est quelqu'un qui était bien en forme. Avec les athlètes d'aujourd'hui, avec comment ils sont bons, comment ils sont forts, c'est dangereux, là. Ouais, tu sais, quelqu'un qui est juiced up, là. On s'en va. J'ai tout le temps dit que les stéroïdes ne donnent pas du talent. Mais quand moi je suis fatigué, rendu au 5e round, puis l'autre il saute comme s'il était rendu au premier round, on se bat plus à armes égales, là, tu comprends? Là? Fait que ça donne, je pense pas que ça donne des qualités athlétiques, mais ça va te donner un edge sur l'autre au niveau de la récupération, au niveau de la force physique sur t'entraîner. T'as bien beau te mettre n'importe quelle aiguille dans la cuisse, ça te montre pas comment faire une clé de bras. Je suis sûr que ça aide le mental aussi, avec la testostérone. La confiance en soi, la testostérone et tout. Mais c'est ça. Mais moi, je préfère que ça soit testé. C'est plus safe pour les combattants. Mais quand on parle de show, hey, j'ai jamais pris de stéroïdes. Je donnais des bons shows. Hein. Mais des fois, je me battais contre des gars. Je n'aimerais pas de nom, mais des fois, je me sentais comme si je pesais 10 livres. Tu comprends ce que je veux dire? Au début, dans l'UFC, là, on se battait contre tous des juice stars. Il n'y a personne qui se testait, là, qui était testé. Non. Mais l'affaire, c'est ça. C'est que admettons là, que là, ils ne testent plus. Là. Je pense qu'il va y avoir un problème au niveau de l'opinion publique aussi. On a tellement travaillé pour que ce sport-là, ou ce sport-là, puis l'organisation de l'UFC soit acceptée par l'opinion publique. On est rentré dans des grosses chaînes de télévision. Walt Disney qui est là-dedans aussi. T'as ESPN, des choses... Penses-tu que là, on laisse les gars free aller, puis les gars vont arriver avec des bitch tits, puis les trapèzes aux oreilles? OK, c'est beau, ça. Ils vont avoir de la misère à garder le contrat, je pense, de façon morale. Ouais. Puis surtout, comme on dit, le roid rage, tu sais, il y a beaucoup de gars qui vont commencer à... Déjà que c'est un peu wild, les arts martiaux. Ça va revenir le Hammer House. Ouais, ben oui. Tu regardes quelqu'un... Eric Côté a écrit Mark Coleman, the Hammer Coleman. Il était tout débile là-dessus. Lui, il était fort. Mike Coleman, Phil Baroni, Kevin Rowland, Wes Sim, que lui en a pris, mais ça n'a jamais paru. Tu sais, Josh Barnett. Josh Barnett s'est fait tester 3 fois. Ouais, il a testé positif. Il y avait encore des man boobs. Ouais, je sais pas où ce qu'il mettait. Il se piquait pas à bonne place, certain. Ouais, mais il était champion, hein. Ouais, je sais. Non, je sais, mais je dis physiquement. Mais alors, ce gars-là prend rien. Ouais, exactement. Il y a des gars qui prennent des stéroïdes, mais ça paraît pas du tout, là. C'est zéro. Une autre nouvelle, on sait que la semaine passée, Marc-André Barrou était supposé se battre contre Michel Pereira. Pereira qui a knocké son gars en dedans de 30 secondes. Il s'est blessé aux côtes, mais comme une blessure qui tombe bien.
Parce que là, on a annoncé que Marc-André Barriault va se battre à Toronto contre Chris Curtis, qui est classé 13e. Donc là, il va avoir la chance de rentrer dans le top 15 mondial. C'est ça, ça va être... du top 10. C'est excellent. Ça va être c'est bien ça pour... Good job. Honnêtement, Chris Curtis, il est très bon. Je pense qu'il... Au niveau du style, je pense que c'est un combat qui est pas facile, mais plus prenable pour Marc-André que Pereira. Hey, t'as-tu vu Pereira, comment il est gros? C'était à 170 livres avant, à 185. C'est un des plus gros qui existe. Il est énorme. Ça n'a aucun bon sens, là. Man. En tout cas, tout arrive pour une raison. Ouais, tout arrive pour une raison. Let's go, Monsieur Barriault. Let's go. Ben oui, exact. Hey, merci pour vos commentaires. Merci pour tout. Vous avez échangé avec nous toute la soirée. Merci à Rashad. Ben oui. Ça a été profond, on va se le dire. Ça a été une expérience. Deep conversation. Nous autres, on n'a pas pris la même chose, mais ça a été une expérience de lui parler, puis on a vécu la vibe, honnêtement. Merci Dave, encore une fois. Super le fun. Et on vous souhaite une bonne semaine. Merci d'être avec nous. Merci d'échanger. Merci à tout le monde qui sont en arrière pour faire notre podcast. Les gars de la poche bleue. Yes. On a Simon qui est à la réalisation en arrière. Toutes les filles qui s'occupent des graphiques, toutes les filles qui s'occupent des réseaux sociaux aussi. Merci tout le monde de nous donner, vous avez les noms là, de nous donner la chance de parler de notre passion. On l'a vécu, on aime en parler. Puis j'espère que ça va continuer encore de très longtemps. Merci beaucoup et n'oubliez pas de partager le plus possible notre contenu, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok. Partagez. On va continuer à monter ensemble, bâtir une grosse communauté. Let's go!